Et voici au bout de ce petit matin, ma prière virile. Les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez à ma main puissance de modeler, donnez à mon âme la trempe de l'épée. Je ne me dérobe au point, mais faites de ma tête une tête de proue, et de moi mon cœur ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce vendredi 19 juin de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. C'est par ces quelques vers de Aimé Césaire d'un cahier de retour au pays natal que nous démarrons justement cette édition de DBS Matin. Nous sommes le vendredi, c'est le week-end et tout est permis. Eh bien, je vous souhaite bien sûr bon début de week-end à toutes et à tous, puisque nous sommes le vendredi. Et sûrement le vendredi, tout le monde sourit, surtout les travailleurs. Parfois, ça leur donne l'occasion de sourire un peu. Je pense que sur ce plateau, il y a certains ou alors certaines qui sourient. Cynthia Ngomo, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais bien, merci. J'espère que le week-end commence bien. Ouais, pas mal, ça commence plutôt bien. Merci en tout cas pour vous. Alain Diop, bonjour, bienvenue à vous également. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Vous allez bien? Je me porte comme un ange ce matin. Le week-end commence également bien. Absolument. Messieurs, mesdames, si vous êtes là justement ce matin, c'est pour la revue de presse et l'actualité traitée par nos confrères de la presse écrite africaine, sans oublier camerounaise et surtout internationale. La première partie en langue anglaise avec Cynthia Ngomo. Good morning once more, dear televiewers, and thank you for staying with us for the press review. Today is, of course, Friday, the 19th of June 2020, and this is what the newspapers had to say. We begin with Cameroon Tribune, which titles on the transfer of COVID-19 patients to specialized centers, saying the Prime Minister prescribes acceleration. It adds, after getting polio-free certification, what next for Cameroon? The newspaper asks. Details on pages 16 and 17 of Cameroon Tribune newspaper. The paper still says for the Olympic week, athletes are sensitized. We move on to the Guardian Post newspaper still in Cameroon, which says that UB suspends 17 students for exam fraud. You can get the details of this on page 3 of this newspaper. Next, it says COVID-19 constraints. Cameroonians stranded in Dubai to return home on their cost. The paper again comes back to title WWF, that is the worldwide fund warns of another pandemic worse than COVID-19 if suspension marks. You can get the details of this on page 7 of this newspaper. Next is the Post Weekender, which says CPP unleashes legal punch on Minister Atanganji. He adds, the paper also adds that a government bows to more measures following 2020 budget slash. On another title, the same paper tells us that WWF warns next pandemic imminent if urgent action isn't taken. We now take Le Jour newspaper, which has mainly titled on the Constitution, stating what needs to be changed and the proposals of political parties. Read all of it on pages 2 and 3 of Le Jour newspaper. We equally have Info Matin Daily, which says concerning the recruitment of teachers, Etundi Ngoa brings calm in the lines. It as well talks about the pandemic, saying that CPDM party in Mfundi gives out 20 million francs CFA to the COVID-19 fund. Get all the details on page 2 of this newspaper. Let's now take Mutation, which also centers on coronavirus, talking about musicotherapy. It also mentions Adamawa being at the center of agro-pastoral conflicts on the Yaoundé-Douala journey. It also talks about barrier measures involved. Details on page 4. Out of Cameroon, we now take other African newspapers, starting with the Herald in Zimbabwe, which tells us of 62 confirmed COVID-19 cases recorded in one day. The paper adds more returnees are coming home. Next is the Guardian in Nigeria, whose main title is on the recession. It adds that CBN unveils plans for non-interest loan in ABP
and others. We also have the Egypt Independent newspaper telling us that 23 Egyptians who were abducted in Libya arrived in Egypt. The paper also adds that the WHO ends hydroxychloroquine trials in COVID-19 patients. And in economy, the same paper says Egypt's petroleum ministry announces oil discovery in the Gulf of Suez. Rwanda's paper, The New Times, on its part says city authorities authorities to auction properties left in Gikondo wetland rather. That was it for the African press. Now we take you on to other newspapers in other parts of the world, and we begin with the United Kingdom's The Times. The paper titles saying no, England fans could be told to drop rugby anthem. It equally says tech failure leaves virus tracing plan in Disney. It details that app to track COVID-19 spread could never reach the public. Still in the United Kingdom, The Guardian says revealed the dysfunctional toxic culture that led to Labour defeat. It also talks of Dame Vera Lynn saying the forces sweetheart dies aged 103 years old. It details the story on page 11 of the paper. The New York Times in the USA says ICC wants justice, not to be bullied. It also titles as Trump waves, allies fear he won't alter the course. It further talks of losing track of the coronavirus. The Moscow Times newspaper in Russia says Putin publishes essay on the real lessons of World War II. It also says Russia unblocks Telegram Messenger in surprise reversal. Next, we take China Daily to conclude. China Daily talks of highlights from Xi's speech on the China-Africa COVID-19 fight. It equally, on its opinion slot, says US-China cooperation does matter. And to end, China Daily says UK government abandons contact tracing app in favor of tech giants model. And that is what the papers in Cameroon, Africa, and the world had for us this morning of Friday, June the 19th, 2020. Thank you for your attention. And if any story caught your interest, then don't hesitate to go to the kiosk, buy and read all the details. That was it. Justement, toutes ces informations, vous les trouverez en kiosque et chez votre marchand de journaux. On va pas oublier de dire tout simplement que l'information, d'ailleurs, traitée par tous nos confrères de la presse, équipe camerounaise, africaine et internationale, aujourd'hui, c'est toujours le Covid-19. On parle toujours de coronavirus. Seulement, le Guardian Post nous fait savoir tout simplement que 17 étudiants ont été suspendus en tout cas parce qu'ils ont eu, une fraude à l'examen. Bon, ça arrive toujours. Apparemment, ils ont eu l'eau claire, comme on disait souvent il y a encore quelques années. Tout de suite maintenant, prenons justement la langue française avec Alain Diok. À la une du quotidien Cameroun Tribune, transfert des malades du Covid-19 vers des centres spécialisés. Le Premier ministre prescrit l'accélération. Président hier par visioconférence la réunion hebdomadaire du comité interministériel chargé d'évaluer la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19. Le Premier ministre a donc instruit l'accélération du transfert des malades des hôpitaux classiques vers des centres de traitement spécialisés. Joseph Diangouté a par ailleurs demandé que des mesures soient prises dans le secteur du transport aérien, de l'hôtellerie et de la restauration en vue justement d'éviter la propagation du coronavirus. Toujours dans cette prise en charge des patients du Covid-19, le journal Essingan indique les centres spécialisés désespérément vides du côté de Yaoundé. Créés le 20 avril 2020, ces sites tardivement dédiés sont occupés à moins de 10%. L'ancien Orca compte 46 malades sur 320, tandis que le stade militaire d'une capacité de 150 lits n'abrite aucun cas, nous informe le journal Essingan de ce jour. Cette pandémie du Covid-19 est un risque d'agitation sociale, nous prévient nos confrères du journal Diapason qui parlait justement de la Banque mondiale qui donne donc des raisons qui pourraient conduire à l'instabilité de nos pays. La priorité entre les efforts de lutte contre le coronavirus et ceux du maintien de la paix qui perdent justement leur élan. Le quotidien
Info Matin revient sur le recrutement des instituteurs et rassure que le ministre Etundingoa ramène le calme dans les rangs. Selon le journal, le ministre de l'Éducation de base a reçu dans une audience et a assuré les candidats non retenus dans la première vague d'enrôlement de 3000 dispensateurs de savoir sur un total de 12 000 à intégrer dans la fonction publique. En page 2 du même journal, on note le RDPC dans le Mvundi qui verse donc 20 millions de francs CFA au fonds Covid-19. En effet, le chef de la délégation permanente donc du RDPC, Gilbert Ntimievuna, a donc remis le chèque de solidarité nationale irrelatif au gouvernement. C'était donc mercredi dernier du côté de Yaoundé. Le quotidien Mutation titre musicothérapie en parlant justement de ces artistes qui sensibilisent par la chanson, entre autres Indira, Mr. Léo, Oncle Ochama, Valsero, Lady Ponce, Armand Biak. Le poids de leur engagement, c'est à lire en pages 13, 14 et 15 du journal Mutation de ce jour. Dans le quotidien Le Jour, on trouve les propositions des partis politiques quant au changement de la Constitution, surtout ce qu'il faut modifier. Tout cela est à lire dans le journal Le Jour de ce jour. Assemblée nationale, le commerce illicite des produits de tabac préoccupe là-bas, nous renseigne le quotidien de l'économie. En effet, Luc Magloire Mbarga à Tangana Mine Commerce a défendu le projet de loi autorisant la ratification du protocole pour la cause y afférent. C'était le 16 juin 2020 devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre basse. Tout de suite, direction au Gabon avec le journal L'Union qui rapporte que c'est la course contre la montre pour la reprise de l'école, mis entre parenthèses pour cause de Covid-19, alors qu'il aurait été bouclé à mi-juin pour classe sans examen. Le calendrier pour achever l'année scolaire n'a toujours pas été dévoilé par les autorités en charge de l'éducation nationale qui, il est vrai, marchent sur les genoux, dit le journal. La voie étant étroite justement entre impératif de reprise et besoin absolu de sécurité sanitaire parmi les enseignants et les apprenants. Au Congo, les dépêches de Brazzaville nous rapportent que Brazzaville demeure fidèle à la tradition de l'appel du 18 juin 1940 à l'occasion du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, marquant justement la résistance de la France aux nazis. L'ambassade de France au Congo, en partenariat avec le ministère congolais de la Défense, a organisé une cérémonie commémorative au cours de laquelle ont été appelés les points du discours de Gaulle. En RD Congo, le courrier de Kinshasa parle justement de l'arrêt momentané de la production des passeports. En effet, le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a annoncé l'arrêt temporaire pour une période allant du 18 au 19 juin 2020 de la production des passeports biométriques congolais en vue d'assurer le transfert du projet à la suite donc de l'expiration du contrat liant le pays au consortium Salemx. Direction la France avec le journal Le Monde qui parlait justement des municipales avec LRM et RL alliés face à la vague verte, alors que le premier tour, les écologistes ont réalisé leur plus haut score pour les élections municipales, atteignant 16,4% des suffrages dans les grandes villes face à cette vague verte, alors que les listes écologiques sont données favorites dans de nombreuses villes. La droite et LRM ont multiplié donc des alliances, nous rapporte le journal Le Monde. Pour le journal Le Figaro, la convention climat prône une écologie radicale. Travailler moins, produire moins, consommer moins. Les 150 citoyens réunis par l'exécutif pour lutter contre le réchauffement défendent donc une approche maximaliste. La même information est traitée par nos confrères du journal catholique La Croix qui revient sur les propositions choc pour le climat de la Convention citoyenne, alors que cette convention remet ses propositions à l'exécutif. Dimanche, le journal La Croix décrypte les plus emblématiques
d'entre elles. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui parlait justement des transferts de Paris vers Saint-Étienne et de Marseille vers Lille. Les clubs étrangers avantagés donc financièrement sur ceux de l'Hexagone pour recruter les pépites françaises n'hésitent pas à mettre donc des moyens pour leur faire signer leur premier contrat pro. Les clubs de Ligue 1 les imitent de plus en plus, nous dit le quotidien sportif l'équipe. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité, Steve. Merci en tout cas pour toutes ces informations, madame, messieurs. On sait pertinemment que, bon, quand vous êtes un jeune joueur, vous êtes convoité, il faut le dire, par les plus grands clubs, hein, il faut le dire européens. Quand vous avez déjà 19 ans. Justement, surtout quand vous êtes un bon joueur. Absolument. On se rappelle d'ailleurs de Hatem Ben Arfa, c'était une pépite extraordinaire. Je me demande bien s'il y a quelqu'un qui joue au football comme lui, mais bon, on sait ce qui s'est passé plus tard hein, pour Hatem Ben Arfa. Je vais me tourner déjà vers Cynthia Nguemo, du côté de l'université de Boya. Il y a 17 étudiants qui ont été suspendus pour fraude à l'examen. Yeah, exactly like the Guardian Post newspaper tells us, there were 17 students that have been suspended from the University of Boya because they practice examination malpractice. And that is not even the first time. We have had so many cases like that where students get suspended because of examination malpractices. But what is surprising is that every day there is no examination in which there is no fraud. Despite, I can tell you, I've been there and I can tell you about the strict measures in an examination hall, the invigilators and all the people that are there to make sure that examinations go on smoothly. But even so, students still find a way to cheat and carry out the fraud. And I want to believe that they are in the right hands, and of course they are going to face the necessary disciplinary measures. And well, that's Cameroon today. En tout cas, c'est comme ça hein, depuis de longues années déjà. Yeah. Et c'est pas seulement pour l'université de Boya. On connaît dans plusieurs universités. Being a student today is like, if being a student today, if you don't know how to cheat, then it's like you are not even smart. On se demande d'abord s'il y a d'ailleurs l'enseignement, parce qu'on commence à s'interroger. On commence à s'interroger proprement. En tout cas, on espère tout simplement que les 17 étudiants seront relaxés dans les jours à venir. Ils sont des malchanceux, en tout cas. Pas des malchanceux. Ils savent ce qu'ils ont fait. Non, mais est-ce que c'est tout le monde qui... On n'a pas dit que c'est tout le monde qui triche. Hein. C'est pas tout le monde qui triche. Non, loin de là. On sait pertinemment que ce n'est pas tout le monde qui triche. Et pendant ce temps, il y a des instituteurs qui ont été, il faut le dire, recrutés à la fonction publique. Ils étaient 12 000 au total. Et vous nous faites savoir d'ailleurs que Toundingoa a ramené le calme dans les rangs. On parle bien sûr avec l'information qui fait la grande une de Info Matin. Absolument. Je crois que c'était il y a de cela 2 semaines déjà où le président de la République avait instruit, n'est-ce pas, l'intégration de 3000 instituteurs, mais il se trouve qu'il y avait 12 000. Et justement, la précision était ceux-là qui ont l'âge avancé, c'est-à-dire à partir de 40 ans déjà. Et maintenant, il y a une polémique qui s'est enflée tout autour, où il y a certains qui revendiquaient le fait qu'ils ont déjà 40 ans, mais ils n'ont pas été recrutés. Par contre, il y a des jeunes qui ont 21 ans, qui sont dans cette vague de 3000. Et donc, le journal nous dit que le ministre a donc ramené le calme en appelant justement ces grévistes-là, leur dit que l'opération c'est 12 000 enseignants, mais on a d'abord commencé à enrôler 3 000 et il va falloir aussi les intégrer, donc il faut qu'ils prennent leur calme. Pourtant, il faut vérifier encore, moi je pense qu'il faut encore vérifier ceux qui ont été recrutés. Oui. S'il y a justement ceux qui ont 21 ans, pourquoi est-ce qu'ils doivent être dans la vague de ceux qui doivent avoir normalement 40 ans et plus? Oui, absolument, et il faut le faire. Et en même temps, on a précisé ceux qui ont justement aussi, ceux qui justement enseignent depuis, c'est-à-dire qu'ils ont un peu d'expérience, parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, on mise beaucoup plus sur ceux qui ont de l'expérience, parce que vous pouvez avoir votre CAPIEM et puis aller rester au quartier. Or, ceux qui enseignent ont plus d'expérience et plus de maturité à enseigner. Donc, il y avait aussi justement cela pour que justement pour être éligible justement dans cette liste de 3000 ceux qui ont été enrôlés. 3000 enseignants, 3000 instituteurs, il faut bien préciser. Je vais me tourner également vers Cynthia Nguemo. On parle tout du CPP. Jusqu'à preuve de contraire, en fait, avec Atangandji, hier encore, on voyait un journal, je pense même que c'était le Guardian Post, qui nous faisait savoir que CPP 1, Atangandji 0. On veut bien comprendre ce qui se passe de ce côté-là. We can say it like that, CPP 1, Atangandji 0. I don't know, there's this continuous fight between well, not only CPP, but... On espère que Atangandji va égaliser. Hein. On l'espère, but Edith Kawala
Kawala, we know the kind of woman she is. When she sets for something, she goes for it. And now Atanganji and Kawala, they are still continuing with the fight. And even recently, there was this struggle about who actually is the president of the CPP. Well, everything showed that it was Edith Kawala. Yeah, but that's to say Edith Kawala and government officials, and this time around, it is Atanganji. But like you said, we do hope that Atanganji is going to equalize as well. Et pendant ce temps, messieurs, Cameroun Tribune nous fait savoir, parlant de transfert des malades du Covid-19 vers les centres spécialisés, le Premier ministre a prescrit aujourd'hui l'accélération, mais seulement, eh bien, Isingar nous fait savoir que justement, dans ces centres spécialisés, eh bien, ils sont désespérément vides. Il n'y a pas de malades, tout le monde fuit les hôpitaux parce que si quelqu'un a le coronavirus, ben, il préfère aller se soigner au village. Hein. Oui, absolument. Et puis, on se pose bien la question de savoir comment on peut investir de telles sommes. Et puis jusqu'à présent, ce n'est pas que ces sites-là ne sont pas opérationnels. Ces sites sont opérationnels. Ouvert au public, ouvert aux malades, ouvert aux patients. Qu'est-ce qui coince? Alors que il y a un journal qui dit que il y a des malades du Covid-19 qui sont dans d'autres centres hospitaliers. C'est-à-dire les centres hospitaliers qui n'ont pas été choisis pour soigner en tout cas les malades du Covid-19. Donc je crois que il faut que ça doit s'activer pour que justement les malades soient rétrocédés dans ces centres. Parce que les malades ont peur de... Bon, vous êtes malade du Covid-19, on se rencontre dans une salle, à un moment donné ça fait peur. Oui, mais ça fait absolument Personne ça fait peur. Mourir, hein. Et je suivais le journal hier où on parlait justement de la vaccination, où les gens n'amènent plus les enfants à la vaccination parce que tout le monde a peur. Il y a de l'appréhension dans les hôpitaux parce que il y a encore des malades du Covid-19 là-bas, alors qu'il y a des centres spécialisés. Donc, il faut que absolument, on doit accélérer ce processus pour que ces gens-là puissent, n'est-ce pas, arriver dans les centres qui ont été dédiés à cela. Donc, c'est très important. Je crois que le Premier ministre a lancé donc cette pavée dans la mare hier. Et je crois que le ministre de la Santé va maintenant s'activer pour que justement... On espère bien que ce pavé justement dans la mare. Messieurs, pendant ce temps, le jour, on en parlait encore sur ce plateau il y a encore quelques jours, parlant de la constitution même du Cameroun, constitution, ce qu'il faut changer. Est-ce que le jour précise que de ce côté-là, il y a des avocats et pas mal de personnes qui veulent forcément que ça change? Oui, je ne sais pas pourquoi on voudrait absolument que ça change. Puisque... Bon, on a dit quand même que les constitutions africaines sont imparfaites. Voilà, oui, mais pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'on voudrait que ça change? C'est pas seulement ça a déjà changé plusieurs fois. I believe that it has to start from somewhere, and we all know that presently the Cameroon constitution favors particular people, and it doesn't really go to the favor of other people. So if now is the time that people think that the constitution has to change to become maybe a little bit more equal, to be to the advantage of Cameroonians in general and not some particular people, then it's never too late. It's not the first time, but it's always better than not trying at all. Oui, je crois qu'il y a certains points, il y a certains articles qui sont... On peut rectifier, messieurs. Oui, on peut rectifier. Voilà. Mais maintenant, je dis que je suis parfois embêté par cette orientation de l'opinion sur quelque chose qui ne doit même pas avoir lieu. Pour quelles raisons d'urgence on doit maintenant, il n'y a pas une élection en vue, pour quelles raisons on demande qu'on change la constitution? Parce que justement, les gens sont en train de vouloir, les gens veulent des postes de responsabilité. Puisque en réalité, on est en train de dire, depuis un certain moment, on parle du vice-président de la République. Les gens veulent qu'on réaménage. Pourquoi? Quelle est la raison d'urgence? Moi, je ne vois pas la raison d'urgence. Généralement, c'est avant l'élection qu'on modifie la Constitution. Il y a même d'autres qui sont réfractaires à cela. Pourquoi en 2018, les gens ont été réfractaires à cela? Messieurs, vous devez savoir une chose simple, c'est que jusqu'à preuve de contraire, les constitutions changent toujours. Hein. Ça change. Les États-Unis ont déjà changé 13 fois. Voilà, au fil des années, on peut changer la constitution. Et puis ici, on peut la tabler également sur le modèle africain, sur le modèle camerounais, pas seulement sur le modèle occidental. Parce que c'est très bien. C'est le modèle occidental de notre constitution qui fait d'ailleurs problème. On peut le faire selon les lois camerounaises, des lois traditionnelles, normales. D'ailleurs, la première constitution, c'était, il faut le dire, hein, sur le sol africain. Absolument. Donc on peut également imiter une nouvelle fois. Merci d'avoir été là ce matin, Cynthia Nguemo. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Merci d'avoir été là ce matin. Thank you very much, Steve. Thank you, dear televiewers. Alain Diop, merci également d'avoir été là ce matin. Je vous en prie, le week-end s'annonce bien. Ah, j'espère bien qu'il s'annonce bien. Merci en tout cas pour que vous partiez de bonne humeur. Je vais vous donner cette chanson de Zahara. Il parle de destinée. J'espère que vous avez un beau destin et bien sûr une très belle destinée également. C'est votre chanson. Et surtout, on va également souhaiter joyeux anniversaire à Kevin Fogum
Kulthum Nora, c'est notre maquilleuse qui a 1 an de plus aujourd'hui. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre tout de suite maintenant, voici le débat. Et pour ce vendredi 19 juin de l'an de grâce 2020, à ma droite, c'est le docteur Yam Timba Dominique. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Ngoss, merci. Bon début de week-end. Merci à vous aussi. D'accord, on espère que vous allez bien. Oui, ça va, tout va bien. Tout va bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Albert Natola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mon co-panéliste, docteur Yam Timba autant pour moi. Je salue l'autre co-panéliste que vous allez présenter tout à l'heure, qui est en train de prendre des notes. On ne sait pas pourquoi. Je salue tous les téléspectateurs de DBS Matin, particulièrement tous les fan club, oui. N'est-ce pas, de cette tribune intellectuelle. Mon coup de gueule de ce matin est un questionnement. Alors, un gendarme, non, que dis-je, un maréchal de logis qui conduit une voiture non immatriculée en état d'ivresse, qui règle les règles élémentaires de priorité routière et qui renverse mortellement un motocycliste et qui prend la fuite avant d'être rattrapé par des bensikineurs, comme on les appelle prosaïquement, c'est-à-dire les mototaximans. Bien évidemment, ce gendarme, il est libre. C'est-à-dire, après avoir, n'est-ce pas, été auteur de plusieurs infractions et de 2 délits au moins, il est libre. Pourquoi est-ce qu'il est libre? Est-ce parce que sa hiérarchie l'a protégé? Je voudrais quand même préciser ici qu'il n'était pas en patrouille ni en service commandé. Je veux dire qu'il a renversé ce motocycliste avec sa voiture personnelle, son véhicule personnel qui n'était pas immatriculé. J'imagine même que, comme ils en ont l'habitude, il n'avait pas d'assurance. Alors, ce gendarme, il est libre, il est dehors. Et la question que je me pose ce matin, est-ce parce que c'est un homme en tenue qu'il ne doit pas être assujetti à la loi pour y répondre ses actes, ou alors c'est parce que la famille de la victime n'a pas le droit à la justice? La question mérite d'être posée. Justement, la question mérite d'être posée. Tout le monde a droit à la justice. Merci pour votre coup de gueule ce matin. Eric Bemabigay, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes illustres aînés, Dr Yam, Dr Albert Natola ici, et à nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent depuis leur salon à la maison. Mais également bonjour particulièrement à l'ensemble de nos téléspectateurs qui sont généralement en région. Parce que le plus souvent, on oublie que nous sommes également suivis de l'autre côté en fait, dans diverses régions de la République. Précisément dans le nord, hein, il y a déjà pas mal de lettres et surtout pas mal de messages qui me viennent de ce côté-là, dans l'extrême nord. D'ailleurs, du côté de Garoua, depuis quelques jours, ils m'ont fait savoir qu'ils n'ont pas de lumière à cause, ils ne regardent pas DBS Matin, parce qu'ils n'ont pas de lumière, il n'y a pas d'électricité de ce côté-là depuis quelques jours. On espère tout simplement, hein, c'est Tovic qui me l'a d'ailleurs donné comme information hier. J'espère que déjà la lumière est revenue ce matin. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez qu'à me faire signe tout à l'heure, on saura bien ce qui se passe de ce côté-là. Messieurs, on a toujours un gros problème de passeport, encore et toujours. Je ne sais pas si vous savez, mais bon, c'est des problèmes qui sont récurrents depuis de longues années aujourd'hui. Et avoir un passeport au Cameroun est un parcours de combattant. C'est plus en plus, hein. La croix et la bannière pour l'acquisition d'un passeport au Cameroun. Les difficultés sont bien présentes pour obtenir ce qui peut finalement être considéré comme un sésame. D'après plusieurs Camerounais confrontés à ce problème, la crise persiste depuis plusieurs mois et même des années, ne fait qu'empirer de jour en jour. Un citoyen camerounais âgé de 30 ans vivant aux Émirats Arabes Unis, d'ailleurs m'a confié il y a quelques jours avoir dépensé près de 500 000 francs CFA il y a quelques mois, après l'expiration de son passeport national, mais n'a toujours pas pu mettre la main sur les documents 3 mois après. Il me dit ceci d'ailleurs dans sa confidence: j'ai fait une demande 3 mois plus tôt par l'intermédiaire du consulat et j'ai attendu en vain, se plaint-il en ajoutant qu'il a dépensé plus de $350, soit 200 000 francs CFA de plus pour en avoir. Il est même passé par ses frères, ses amis, ses cousins et même certaines personnalités du pays. Il n'a pas eu gain de cause. Suite à cette longue attente, ce citoyen aurait encore envoyé de l'argent au Cameroun pour cette fois-ci s'assurer
s'assurer que le processus d'acquisition de passeport a bien été respecté. Une autre stratégie qui a, elle aussi, échoué. Ces obstacles pour l'obtention d'un passeport ont causé, il faut le dire, messieurs et mesdames, bien d'autres désagréments. Ça, il faut le dire. Sur le plan professionnel, ces citoyens camerounais habitant aux Émirats Arabes Unis déclarent éprouver des difficultés aujourd'hui à trouver du travail faute de documents. Et on a encore un autre problème, c'est qu'il y a encore quelques jours, des Camerounais sont sortis du côté de Paris pour justement dire au chef de l'État qu'ils ont un problème. Je ne sais pas si on pourrait les avoir d'ailleurs dans ces images pour qu'ils s'expriment eux-mêmes. Ils font d'ailleurs savoir que depuis quelque temps, pour avoir justement ce passeport, ils dépensent à peu près 475 dollars à peu près, 475 euros. 435 euros justement pour avoir ce passeport, et quelque part ils se rendent compte en plein milieu de Paris que l'ambassade du Cameroun à Paris a donné plutôt l'agrément, on va le dire comme ça, à un personnel, ça il faut le dire comme ça, un particulier qui fait des passeports, et il déclare qu'il les fait en moins d'un mois. La question, messieurs, qu'est-ce qui se cache justement derrière ce fameux sésame, Dr Yamb? Écoutez, avant de dire ce qui se cache derrière le fameux sésame, parlons déjà de quoi il s'agit et quels en sont les enjeux. Oui. Mais de quoi un passeport, c'est quoi? De quoi il s'agit en fait? Un passeport, c'est un titre d'identification à l'international. Il n'est valable qu'à l'international. Quand vous vous déplacez de votre pays vers un autre pays ou d'un pays vers un autre, vous avez besoin d'un passeport. C'est votre titre d'identification. Mais quels sont... le problème général que nous avons chez nous, c'est le problème de l'identification de manière exhaustive. C'est-à-dire que même la carte nationale d'identité est un problème. On a du mal à l'avoir. Je crois que certains ont 3 ans pendant lesquels ils traînent, 3-4 ans, ils traînent la signature derrière justement le récépissé. Voilà, depuis 3-4 ans. Et cela devient un très sérieux problème. Votre contact qui parle de 3 mois, il a de la chance, ça ne fait que 3 mois. Il y a des gens qui ont besoin de leur passeport depuis des années. Ils n'arrivent pas à l'avoir, 1 ou 2 ans. Je pense que les questions de fond, on peut toujours dire à notre gouvernement, mais qu'est-ce qui se passe? Lui poser la question, sauf que le gouvernement peut-être ne répondra pas. Mais la question pour les citoyens est celle de savoir qu'est-ce qui peut expliquer qu'un titre de séjour aussi banal qu'un passeport soit si difficile à obtenir dans un pays qui pousse, qui dit il faut que les citoyens soient plus actifs pour développer leur pays, parce que ne l'oubliez pas, le passeport c'est un titre d'identification, tout comme la carte nationale d'identité, mais ce sont également des titres qui facilitent la circulation des personnes. Or, la circulation des personnes est au cœur des activités ou de l'action de développement économique. Vous ne pouvez pas développer votre pays si les gens sont, maintenus dans des sites précis et qu'ils sont regroupés et ne peuvent pas circuler. Oui. La circulation des personnes, comme la circulation des biens, font partie de l'action de développement économique, font partie du commerce. Et il faut savoir que le manque de ces titres-là bloque énormément d'interaction avec les banques, avec les assurances, l'achat d'un certain nombre de transactions immobilières ou même simplement des transactions, par exemple, sur les véhicules. Vous ne pouvez pas acheter un véhicule si vous n'avez pas votre carte nationale d'identité. Et ceux qui sont à l'étranger, qui ont besoin d'un passeport, il leur faut un passeport parce qu'on ne peut pas vous recruter si on ne peut pas vous identifier. On ne peut pas vous identifier sur la base de votre carte nationale d'identité. Non, c'est valable seulement uniquement dans votre pays. Vous ne pouvez pas, vos études, pour ceux qui sont étudiants, sont mis en difficulté. Et donc, au fond, ces Camerounais-là ne peuvent pas circuler dans le monde parce qu'ils n'ont pas de carte nationale d'identité, ils n'ont pas de titre d'identification qui leur permettent facilement de se déplacer. Ils sont de plus en plus nombreux à en souffrir, tout comme ici au niveau local, les gens sont très nombreux à vouloir un passeport, ils n'ont déjà pas de carte nationale d'identité. Or, pour avoir le passeport, il faut avoir sa carte nationale d'identité. Ça fait que beaucoup sont butés parce qu'ils n'ont pas de carte nationale d'identité. Alors, mais quel est l'enjeu d'un passeport au-delà de ces considérations, personnelles? Mais en réalité, la plupart d'entre nous ne comprennent pas pour quelles raisons l'établissement des passeports et des cartes nationales d'identité, par exemple, sont confiés
en partie, pour ce qui est de la carte nationale d'identité, à une entreprise privée, étrangère de surcroît. Parce que les passeports, et la carte nationale d'identité, c'est des bases de données. C'est-à-dire que, pour ce qui est de la carte nationale d'identité, celui qui établit vos cartes nationales d'identité est la personne qui contrôle les statistiques de votre population active. Parce que pour avoir la carte nationale d'identité, je crois qu'il faut avoir 16 ou 18 ans. 18 ans. Donc, or, c'est là, à partir de là, qu'on vous considère comme étant inactif. Donc, celui qui établit vos cartes nationales d'identité contrôle la base de données de votre population active. Est-ce que vous pensez qu'il soit anormal de confier une telle base de données à un étranger? Celui qui contrôle vos passeports va plus loin. Parce qu'on peut avoir un passeport même quand on a 1 an, pour autant qu'on veut, c'est de sortir, que les parents décident par exemple de sortir du pays avec un enfant, il lui faut un passeport. Donc, celui qui établit vos passeports contrôle tous les mouvements de toutes les personnes, sait qui a potentiellement la capacité de sortir du pays ou pas. De telles bases de données qui relèvent de la sécurité nationale et de la souveraineté nationale ne devraient pas être confiées à des étrangers. Il est strictement incompréhensible que cela soit confié à des étrangers. Et de plus, je pense que l'État devrait veiller absolument à ce que ce titre d'identification soit facilement disponible. Beaucoup de Camerounais qui sont à l'étranger, qui n'arrivent pas à mener les activités normalement, qui n'arrivent pas à vivre au jour le jour du fait qu'ils n'ont pas de passeport, deviennent finalement les personnes les plus radicales, parce que c'est l'autre impact de cette affaire. Oui. Lorsque le gouvernement comprend qu'il faut réguler, qu'il faut faire attention, qu'il faut absolument réduire les tensions et les conflits et les quiproquos avec le peuple, le gouvernement doit s'arranger à s'assurer que les problèmes ne viennent pas de choses aussi simples. Les problèmes ne doivent pas venir de choses aussi simples. Parce que lorsque quelqu'un a perdu son emploi à cause du fait qu'il n'a pas de passeport, oui. Lorsque quelqu'un a dû arrêter ses études parce qu'il n'a pas de passeport, lorsque quelqu'un n'a pas pu avoir un emploi dans un autre pays parce qu'il n'a pas pu avoir son passeport, il en veut au gouvernement du Cameroun. Qui doit, parce que le devoir premier de ce gouvernement, de tous les gouvernements, c'est d'assurer le bonheur et la prospérité, ou tout au moins de mettre en place des conditions du bonheur, de prospérité pour ses citoyens. Et là, nous sommes dans une situation extrêmement délicate. Je précise en chutant quand même que l'ambassade du Cameroun en France a émis un communiqué qui semble être incohérent. Bon, le communiqué semble être incohérent, mais tout au moins, ils disent qu'ils n'ont jamais donné d'agrément à qui que ce soit et que c'est incompréhensible. Si une telle chose pouvait se faire, on comprendrait alors qu'il y a une privatisation poussée, de plus en plus poussée, des services publics, sans qu'on ne comprenne pourquoi. Et on verrait comment les bases de données publiques du Cameroun deviennent disponibles pour n'importe qui, ce qui contribue en fait à mettre sérieusement en sécurité notre pays, dans l'insécurité. Parce que oui. Si tout le monde peut avoir une partie de la base de données, ça veut dire que chacun contrôle une portion. Ce sont des territoires de sécurité nationale. Et ces territoires de sécurité nationale doivent absolument être contrôlés par l'État. Et l'État doit veiller à ce que les citoyens ne soient pas agacés par des choses aussi simples que des titres d'identification qui leur permettent de travailler, de payer des impôts, d'investir et de contribuer normalement au développement de leur pays. En tout cas, on verra tout à l'heure avec ces images et on espère les avoir. Ces Camerounais du côté de Paris qui sont sortis d'ailleurs en masse pour faire savoir d'ailleurs au gouvernement camerounais et surtout au chef de l'État camerounais qu'ils en ont marre, qu'ils ont besoin des passeports et que ça fait très longtemps que leurs passeports ont expiré. Ils n'arrivent pas justement à travailler, ils n'arrivent pas justement à faire les va-et-vient, aller à l'école. Ils ont un gros problème et ils se rendent compte que finalement, c'est une entreprise qui déclare haut et fort qu'elle peut faire les passeports en moins de mois. Albert Anatole, ici, c'est quand même récurrent aujourd'hui que les Camerounais se retrouvent justement face à la difficulté de s'établir un passeport. Mais écoutez, Yamtimba, il a planté le décor. Oui. Maintenant, à la suite des manifestations de Paris, notamment l'ambassade, au consulat du Cameroun à Paris, il y a un communiqué qui date du 7 juin, qui a été signé par Madame la commissaire divisionnaire, je crois c'est Céline Mandeng, de la cellule de la communication et des relations publiques, qui indique clairement qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. C'est de la délégation générale, c'est-à-dire le délégué général de la sécurité nationale, a engagé des enquêtes par rapport justement à cette histoire d'un agrément qui serait
octroyé à un opérateur privé justement pour s'occuper des titres de passeport. Donc, dans le même communiqué, elle indique qu'il y aura un service en ligne justement des demandes et des délivrements de passeports. C'est en cours, d'après ce qu'il dit le même communiqué. Soit, de manière fondamentale, le problème de passeport, au même titre que le problème de carte d'identité, ça pose un problème de contrat. Tout à l'heure, Yamtimala a évoqué, il s'agit d'un problème simple. Nous avons des Camerounais qui ont de l'expertise pour le faire. Ils offrent même leur expertise ailleurs. Produire un passeport, il faut quoi? Il faut une imprimante avec des accessoires, tout simplement. C'est la même chose avec la carte nationalité. Mais qu'est-ce qui se passe? Initialement, pour la carte nationalité, c'était une filiale du groupe Thales SA, SACEL. On sait comment SACEL a géré la carte d'identité au Cameroun. Après, on a sollicité Gemalto pour le même job. Ça allait en vrai comme d'habitude. Donc, il s'agit fondamentalement d'une affaire de gros contrats. Maintenant, il faut établir une échelle, j'allais dire, de responsabilité. Oui. La première échelle, c'est quoi? Très souvent, vous avez des gens qui ont des DI, c'est-à-dire des livres d'identité. Ils sollicitent la délivrance d'un passeport ou d'une carte d'identité. Vous retrouvez que les informations qui sont contenues dans la machine, enfin qui donnent dans les documents, à travers lesquels ils sollicitent un passeport ou bien une carte d'identité, ne sont pas les mêmes qu'initialement. Ça veut dire que vous avez peut-être une date de naissance qui n'est plus la même qu'initialement. Vous avez un nom ou un prénom qui n'est plus pratiquement la même chose. Donc, de ce point de vue, vous tombez sur le coup de la DI. Donc, de ce point de vue, vous allez refaire 1000 fois votre titre d'identification et de passeport, ça ne sortira jamais. Vous avez donc des autres problèmes, c'est-à-dire que des gens qui, justement, sont victimes des incohérences du système de production des titres. C'est-à-dire que, dans le communiqué, notamment, que j'évoquais tantôt, la divisionnaire Cécile Mandeng invoque qu'il y a eu un changement d'opérateur. Quel opérateur? À quel moment d'ailleurs? Justement, en tout cas... Puisque les Camerounais ne sont pas au courant, Albert Anatola ici. Justement, elle n'est pas assez précise dans ce communiqué, là-dessus. Donc, je pense que, de ce point de vue, on doit avoir un opérateur privé. Tout à l'heure, Yamla a effectivement souligné. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas confier la souveraineté de votre système d'identification nationale à des étrangers. C'est absolument une aberration, pas possible. Donc, et puis, moi je connais des gens, ça fait plus de 6 mois qui courent après un passeport. 6 mois? Il y a des gens qui ont des années une carte nationale d'identité. Qui courent après. Et puis, je ne voudrais pas trahir c'est pas un secret de polichinelle. Vous avez des rabatteurs dehors. Je suis désolé de le dire. Ils ont des rabatteurs, ça dit que c'est au plus offrant qu'on donne le passeport. Oui, ça dit qu'il y a des gens qui donnent même plus de 500 000 francs pour avoir un passeport parce qu'il y a des rabatteurs dehors. C'est ça qu'il s'agit, fondamentalement. Très souvent, quelquefois, il peut y avoir des ruptures, des pénuries de titres, mais ça se passe au plus offrant. Ça, il faut l'indiquer. Donc moi, je pense qu'il y a un gros problème de gouvernance de ce côté-là. Il faut absolument que l'État, je veux dire le gouvernement, se saisisse de cette histoire. Notamment, parce qu'au niveau de la direction de la police des frontières, il y a un gros problème de ce côté. Il y a des gens qui dehors, qui ont des rabatteurs. Ça, c'est d'un de deux. Je pense d'une manière générale qu'il est absolument incohérent. Mais alors, tout à fait incohérent que on puisse solliciter. C'est-à-dire vous avez peut-être il y a un système qui est mis en place. Ils appellent ça quoi? Le passeport express. C'est quoi le passeport express? Ça veut rien dire, le passeport express. Le passeport express, ça signifie que vous prenez... Vous donnez l'argent, vous donnez ça en 48 heures. Ça peut me sortir le même jour. Hein. Dans les 2 heures qui suivent, ou bien dans 1 heure après, vous avez... Parce que vous avez l'argent. Parce que vous avez l'argent, ou bien parce que c'est elle qui vous a recommandé. Mais, ou alors on met votre passeport, votre demande de passeport dans le circuit des demandes de passeport de la présidence de la République ou bien du circuit de la primature. Là, ça va plus vite parce que là, c'est autre chose. Donc, je pense que ces genre de circuits, dans les gars, privilégient les intérêts, c'est-à-dire l'argent, et non les besoins, c'est-à-dire les problèmes des populations. C'est une grosse aberration. Je pense que l'actuel délégué général de la sécurité, qui est un policier véritablement expérimenté, il doit faire un peu de nettoyage, un peu de ménage de ce côté-là. Parce qu'il y a des pesanteurs, il y a de plus en plus de problèmes. Pas seulement en interne, parce que vous partez même très loin. Même ici au Cameroun, vous avez des citoyens qui
qui ont refait leur titre de passeport plusieurs fois, leur carte d'identité plusieurs fois, c'est jamais sorti. Bien sûr. Alors qu'ils n'ont pas de problème de double identité. Donc, je vous dis que pour produire un passeport, il ne faut pas grand-chose. Le matériel, ça ne coûte pas plus de 5 millions. Je dis bien, ça ne coûte pas plus de 5 millions, c'est une imprimante. Je dis que c'est un technicien qui me le dit. Et puis, ce qui est quand même aberrant, ça, il faut le souligner, c'est que très souvent, ces gens qui bénéficient des contrats, qui sont des expatriés, sollicitent l'expertise des nationaux pour le faire. Ce sont eux qui y travaillent. Et ce sont les nationaux qui y travaillent. Ce sont les nationaux qui y travaillent avec leur expertise, mais c'est les expatriés qui ont des contrats, notamment les Français, les Espagnols ou les Allemands. Mais finalement, Igri Pepabika, on a l'impression que pour se faire un passeport, enfin, les lieux où on doit se produire un passeport, il y a justement la corruption qui gangrène justement ce milieu. C'est ce que Albert Anatole a essayé d'expliquer tout à l'heure. Il faut dire que le divisionnaire Messing, Jean-Luc Messing, qui est le directeur de la police des frontières, a tenu un communiqué. Tout à l'heure, on va l'avoir d'ailleurs voilà. sur... où il précise justement que dans les procédures d'établissement du passeport camerounais, le concept de passeport express n'existe pas. Il existe ce qu'il a appelé les stocks d'urgence. À l'intérieur, on a catégorisé un certain nombre de personnes qui pouvaient avoir accès à un passeport aussi au plus vite. Oui. Au-delà peut-être du circuit de la présidence de la République et des passeports diplomatiques. On a par exemple les malades, on a ceux qui doivent être des personnes subir des évacuations sanitaires. Les passeports de service. Voilà. Non, les passeports de service, ce n'est pas l'intérieur de stock d'urgence. On a par exemple les étudiants boursiers. On a des Camerounais qui sont en séjour autour du territoire et qui bénéficient d'un laissez-passer. On a des sportifs. Ce sont ceux-là qui peuvent bénéficier rapidement d'un passeport. Je n'ai pas entendu journaliste. Hein. Non, il n'y a pas de journalistes. Rassure-toi. Il n'y a pas de journalistes. Non, c'est juste pour vous, Charline. Pour que ceux-là ne puissent certainement pas rater leur vol. Ce sont des propos qu'il a utilisés lors de cette entrevue avec une chaîne concurrente à la vôtre le 20 janvier 2020. Et il précise justement que les passeports express font l'objet d'une magouille, d'une mafia où un certain nombre de fonctionnaires de police seraient fortement impliqués. C'est connu et c'est sûr. Parce que je pense qu'il y a 2 ou 3 mois... Si on sait d'ailleurs que les personnes sont justement concernées, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas une solution immédiatement? On va y arriver. Il y a à peu près 2 ou 3 mois, le délégué général de la Sûreté nationale, en personne, a tendu un guet-apens à un certain nombre de nos concitoyens pour cette histoire de passeport. Il se trouvait qu'on avait stocké à peu près 450 000 citoyens qui étaient dans le besoin. Et lui-même sur le terrain a organisé ses troupes et puis il a pris la main dans le sac un certain nombre de collaborateurs, fonctionnaires de police qui étaient impliqués dans l'établissement des passeports. Il y en a même, il y en a parmi eux qu'on a trouvé avec plusieurs passeports déjà établis. Donc c'est une grosse mafia qui s'organise tout autour de cette histoire de passeport. Je ne peux pas revenir sur les explications assez claires du Dr Yam sur la définition d'un passeport. Parce qu'un citoyen, quand il se retrouve à l'étranger, à moins que nous sommes dans une zone, qu'on soit dans une zone de libre-échange, notamment comme en Afrique de l'Ouest, il devrait avoir comme identifiant son passeport. Peut-être en Afrique de l'Ouest, avec l'intégration sous-régionale, avec ta carte d'identité nationale, tu peux effectivement circuler d'un endroit à un autre et pas forcément faire des transactions sur des biens, des actifs. Mais dans notre contexte à nous, le passeport est un élément d'identification hors territoire national, en fait, au territoire de naissance. Donc, maintenant, le divisionnaire Messing explique également une autre chose qui peut être assez grave. Il dit le service de délivrance des passeports, c'est-à-dire la Sûreté nationale, est en partenariat depuis plus de 40 ans avec un partenaire anglais. Parce que là, ça pose un problème de souveraineté à l'établissement du passeport camerounais. C'est-à-dire que quoi? Il ne suffit pas seulement de crier haut et fort qu'il faudrait que le passeport soit établi sur le territoire. Mais il y aurait une certification de ce passeport. Et selon les canons internationaux, la certification doit se faire par une entreprise qui a pignon sur rue sur le plan mondial. En fait, c'est ce que j'essaie un peu de faire comme analyse par rapport à ce problème qui se pose actuellement. Et donc, nous sommes en partenariat avec cette entreprise depuis plus de 40 ans. Et il se trouve que cette entreprise, forcément, a vendu les actifs. Ces actifs concernaient prioritairement l'établissement des passeports, peut-être le contrat qu'il y ait, cette entreprise avec le Cameroun. Ces actifs ont été vendus à une autre entreprise. Et elle, maintenant, arrivée, doit faire une audit pour voir un peu ce qu'elle gagne, ce qu'elle ne gagne pas. Et du coup, on se retrouve en rupture des talons. Parce que ce sont les talons qui nous permettent d'établir les passeports. C'est ce qu'il explique.
Mais maintenant, quand on revient dans l'analyse, on se dit qu'il y a un problème. Il y a un problème de la certification du passeport camerounais. Oui. Et il se trouve donc que pour le cas de Paris, non seulement il y a ce problème, et il y a une communication qui n'est pas assez fluide sur cet aspect-là, parce que même le communiqué de la divisionnaire Mandeng ne revient pas étayer les arguments de son collègue Messing, qui a 6 mois plus tôt communiqué sur ce sujet de passeport. Donc du coup, aujourd'hui, c'est un secteur qui est, on peut le dire, privatisé par des fonctionnaires. Parce qu'il faut le dire, les passeports, quand nos compatriotes doivent renouveler le passeport à l'étranger, ça se passe à l'ambassade. Et à l'ambassade, il y a du tout. Il y a les attachés militaires, il y a les attachés de la sûreté. Ce sont eux qui sont en charge de récupérer les dossiers, de les collecter, de les sécuriser et de les acheminer vers le centre d'établissement de passeport, qui est un bureau apparemment bien aménagé ici à Yaoundé. Mais il se trouve que eux, ils font ce travail et parallèlement, ils acheminent ces dossiers vers un autre bureau souterrain qui est en charge maintenant de racketter les citoyens à hauteur de 300 € pour que leurs documents soient acheminés au Cameroun pour à peu près 1 mois. Il faut le rappeler. La législation camerounaise prévoit que l'établissement d'un passeport doit durer à peu près 21 jours, c'est-à-dire à peu près 3 semaines. Et qu'il y a un certain nombre de pièces à fournir, c'est-à-dire la copie certifiée de l'acte de naissance, la copie certifiée de la carte nationale d'identité, les photos 4x4 et un timbre de 75 000 francs. À l'époque, c'était à 60 000. Ça a connu une augmentation. C'était à 52 000. 52 000. Il faut ajouter la justification de la profession. La justification de la profession. C'est-à-dire que ce sont des éléments apparemment simples, qui ne demandent pas à faire une thèse à Harvard. Ce sont des documents qui sont simples. Bon, maintenant, si les Camerounais fournissent ces documents et que 3 semaines après, ils ne peuvent pas avoir accès à leurs documents définitifs, il y a un problème. Il y a lieu de pouvoir interroger ceux qui sont en charge de ce service-là, afin qu'on essaye un peu de trouver des solutions. Parce qu'il y va des crises sociales qui des crises sociales énormes. Messieurs, je vais revenir avec vous dans un instant. Nous allons d'ailleurs voir la colère de ces Camerounais du côté de Paris qui exposait d'ailleurs ce problème de passeport, parce que jusqu'à preuve de contraire, ils en ont besoin pour continuer leurs activités. Si tu peux te mettre là. Oui, mais non, mais chacun va parler. Bonjour les internautes. Les gens viennent d'abord, les 5 partagez s'il vous plaît, veuillez partager. C'est une action surprise. Ouais. Donc assermenté pour faciliter les passeports à 300 €. C'est-à-dire après avoir payé tous les frais à l'ambassade de Paris, rue d'Auteuil. Vous vous rendez chez le facilitateur et vous payez 300 € pour avoir un passeport camerounais. Passeport camerounais à moins d'1 mois. Voilà. Apparemment, les autorités camerounaises sont concernées. C'est la première fois que je vais tirer dans mon propre camp. C'est la première fois que je me permets de tirer dans mon propre camp. Parce que quand le DGSN partagez s'il vous plaît. Demande d'être prudent sur tout ce qui est malversation financière, de tout ce qui est pot de vin, nous venons de nous rendre compte qu'en plein Paris, dans le 16e arrondissement, à 2 minutes de l'ambassade du Cameroun à Paris, nous avons rencontré le facilitateur qui fait les passeports à 300 € à moins d'1 mois. Partagez le direct. On se disait que les passeports vont par mallette diplomatique au Cameroun, mais nous nous rendons compte que non. Qui veut tuer le président Biya? Qui veut la tête du président Biya? Qui veut la tête des institutions du Cameroun? Qui met les bâtons dans les roues à l'ambassade du Cameroun à Paris? Aaron Banderas, patriote à l'aide Yves Martial Boat. C'est pour moi la référence. Nous sommes ici pour comprendre et savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne marche pas au Cameroun? Partagez le direct. Est-ce que, en plein Paris, je ne me pose même pas la question si je vais à l'ambassade de France à Yaoundé, Cameroun, pour obtenir un visa, pour obtenir un passeport français, je vais à l'ambassade et puis je rencontre quelqu'un qui me demande de payer 500 €, 250 €, 300 € pour avoir le passeport français. Ce n'est pas une blague. Je vous dis qu'en plein Paris,
dans le 16e arrondissement, à 2 minutes de l'ambassade du Cameroun à Paris, 300 € à moins de mois pour avoir un passeport. Qui veut tuer le président Biya? Quel est ce peuple de travailleurs? Quelle est cette malignité? Patriote alerte ce soir. Vraiment, je suis choqué, je suis bouleversé par cette nouvelle, triste nouvelle. Quand je sais qu'ils ont un agrément, quand je sais qu'ils ont un agrément bien signé par une autorité camerounaise consulaire à Paris, quand je sais qu'il y a des personnes qui font 2 ans, 3 ans pour avoir un passeport et que ceux qui n'ont donc pas 300 € ne pourront pas avoir de passeport. Partagez-le direct. Après avoir payé tous les frais, vous êtes obligé de redépenser, débourser 300 € à un facilitateur qui dit qu'il a un agrément. Mes chers patriotes, ils ont même un bureau. voici On y va. le Cameroun. On y va, vous et allez voilà voir. le bureau où vous pouvez avoir des passeports à 300 €. C'est dans ce bureau, à partir d'aujourd'hui, Voilà, à partir d'aujourd'hui, sachez sachez-le. qu'il y a un bureau où vous pouvez avoir des passeports. Sachez-le. Vous pouvez tous venir par ici. À partir d'aujourd'hui, sachez-le. Vous pouvez venir ici et payer 300 € pour avoir un passeport à moins de 2 mois. Yves Marcel Bois des Patriotes Alerte, quelle que soit la personne qui est derrière cette histoire, même si ce sont les autorités camerounaises, moi je pose une question. Qui veut tuer le président Biya? Qui veut saquer l'action gouvernementale? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette corruption? Et cette Rendez mafia. les choses officielles dans ce cas. Si c'est une mafia, rendez les choses officielles. Dites aux Camerounais que Vous avez le droit. Quand vous avez fini de payer vos Votre- quittances à l'ambassade de Paris. Cameroun à Paris, vous venez ici et vous payez 300 €. Pour avoir un votre passeport à moins d'1 mois. Que ce soit donc officiel une fois pour toutes. Que ce soit officiel une fois pour toutes. C'est-à-dire, je me pose la question, comment est-ce qu'on fait pour donner un agrément? Je pense à l'article 106 du Code pénal camerounais, alinéa 1, dans l'ingérence. La complicité avec l'extérieur. Vous donnez des agréments aux Français pour confectionner des passeports camerounais en France. J'ai des larmes aux yeux. Franchement, filmez ce truc et montrez aux Camerounais que ça devienne officiel. C'est officiel. Que ça devienne officiel. Voilà une société qui a reçu l'agrément de l'administration et des autorités consulaires du Cameroun à Paris pour pouvoir sortir les passeports en moins d'1 mois. Maintenant c'est officiel, vous pouvez venir vous tous faire les passeports ici. Le bureau est là, vous avez le droit de venir faire vos démarches sans inquiétude. Vous pouvez venir quand vous voulez, ne vous inquiétez pas. Vous avez vu ces images? Donc il y a une entreprise privée qui s'occupe d'ailleurs de confectionner les passeports camerounais en France. J'ai même besoin de prendre vos réactions. Hein. Enfin, ce compatriote, il a les larmes aux yeux, nous avons les larmes aux yeux. Il y a 2 choses ou 3 que je vais dire. La première, c'est par rapport à la question de la double identité que soulevait Anatola ici. Mais écoutez, ça n'a aucun sens. C'est de l'informatique de base. C'est-à-dire que les doublons dans une liste, tout ce qui est doublon, mais il peut être isolé. C'est de l'informatique de base. Et donc, vous ne pouvez pas bloquer la demande d'un citoyen sous le prétexte qu'il doit y avoir des informations qui sont incohérentes. S'il y a des informations incohérentes, ça donne d'ailleurs lieu à l'ouverture d'une enquête. Parce que c'est extrêmement dangereux de ne pas pouvoir identifier clairement quelqu'un dans une société. Or, cela peut provenir la plupart du temps d'erreurs matérielles. Quelqu'un a écrit un 8 d'une certaine façon, vous avez vu un 6. Quelqu'un a écrit un 7 d'une certaine manière, vous avez vu un 1. Quelqu'un a écrit un Y, vous avez vu un J. Je pense que les choses comme ça, il faut un peu plus de rigueur que ça. Et je ne sais pas qui peut être plus rigoureux que nous, les Camerounais, sur nos propres choses. Ce genre, et je le répète, c'est mon point de vue, mais je ne connais pas un seul pays sérieux au monde qui confie sa plus grande base de données sur sa population à un étranger. J'ai jamais vu ça. C'est des choses qui me laissent pantois. Il n'y a que les Africains qui pensent que ce n'est pas quelque chose d'important. Mais c'est une question de sécurité nationale. Et lorsque les citoyens, nos compatriotes disent qu'on aurait confié de telles missions à des étrangers, FBS. mais c'est terrible. C'est quelque chose qui fait... J'ai la chair de poule. Ça fait froid au dos. Et
La deuxième chose, donc, il y a le problème de double identification, en fait, c'est un faux problème. Vraiment, c'est le genre de prétexte de paresse ou d'incompétence que les gens prennent pour ne pas faire leur travail. C'est n'importe quoi. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je ne comprends même pas pourquoi je comprends pas pourquoi une affaire aussi simple qu'établir des passeports ou des cartes nationales d'identité est devenue si tellement importante au Cameroun qu'il faille qu'on en parle tout le temps à la télévision, que les responsables de la police se pourfendent de communiquer et que finalement, ça commence à crier là. Parce que c'est comme ça que c'est le nord-ouest et le sud-ouest ont commencé. Par 2 ou 3 personnes qui étaient fâchées. C'est une crise sociale. C'est une crise sociale qui risque de faire très mal d'ici quelques temps. Parce que là, il s'agit de quelques personnes qui n'ont pas de passeport. Vous avez le nombre de personnes qui n'ont pas de carte nationale d'identité? Il y en a beaucoup plus au Cameroun et c'est des centaines de milliers. Imaginez que ces gens-là décident de commencer, eux aussi, à monter des opérations comme celle-là. Mais c'est terrible, il faut quand même que nous anticipions un peu. Et pour ce qui est de l'aspect purement technologique, vraiment, je ne comprends pas pour quelle raison une chose aussi simple qu'établir des titres d'identification devient compliquée. C'est d'ailleurs une opportunité économique. Combien coûte la carte nationale d'identité au Cameroun? Enfin, officiellement 2900. Non, 2800, officiellement. Officiellement 2800. Mais tout le monde sait que c'est dans les 6500. Voilà, parce que Mais j'ai dit officiellement. Non, Officiellement, c'est 2800, mais tout le monde sait Officiellement. que ça tourne autour de 6500. Supposez que sur 25 millions d'habitants, officiellement, qu'il y en ait 10 millions qui aient une carte nationale d'identité. Ça représente quoi? Ça représente 28 milliards. Vous avez le sentiment que le Cameroun doit se permettre d'aller chercher dans les poches de ses citoyens 28 milliards de francs pour les offrir à quelqu'un qui lui-même n'y travaille pas, parce que 99,5% des personnels qui travaillent dans la chaîne de l'identification dans nos pays, ce sont des Camerounais. Ce ne sont pas des étrangers. Donc, il n'y a pas une technologie martienne extraordinaire qui est là, que les Camerounais ne maîtrisent pas. D'ailleurs, autant que je m'en souvienne, lors de l'appel d'offres, il y a des Camerounais qui avaient soumissionné et qui étaient beaucoup moins chers que ceux-là. En fait, je ne comprends pas pourquoi une carte nationale d'identité va coûter 2800. C'est trop cher. Et on aurait pu avoir une technologie meilleure, avec plus de bases de données, une traçabilité, une accessibilité à tout moment. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on a un système d'identification comme la carte nationale d'identité, on doit pouvoir mettre une base de données nationale accessible par tous les policiers quand ils sont par exemple en service. C'est-à-dire que si monsieur est ici, je vous rencontre, je suis policier et je vous rencontre, à 2h du matin, vous me présentez votre carte nationale d'identité, je dois pouvoir vous identifier. C'est-à-dire que je dois pouvoir m'assurer que votre carte d'identité est authentique. Et ça, on peut le faire. Ce sont des équipements simples et c'est une base de données nationale qui peut être étendue et à laquelle peuvent accéder des personnes autorisées. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, qu'on nous laisse nous occuper de notre pays. Que nous laisse nous occuper de notre pays, nous en avons l'expertise, nous en avons les capacités. Que ce soit au niveau de l'expertise technique, que ce soit au niveau des capacités financières, les Camerounais sont capables de le faire. Mais je dis, même des Camerounais privés ne devraient jamais avoir un marché de confection de nos cartes nationales d'identité ou de nos passeports. Parce qu'il s'agit de la plus grande base de données de l'État. Et l'État ne peut pas se permettre, c'est la plus grande après celle des actes de naissance. L'État ne peut pas se permettre de donner de telles bases de données à des particuliers. C'est inacceptable. C'est une question de souveraineté, c'est une question de sécurité nationale. Et pour ce qui est des passeports, eh bien écoutez, il s'agit simplement au niveau international d'une procédure d'homologation de vos passeports. Voilà. Ce n'est pas que chaque passeport qui est établi est envoyé à cette entreprise qui certifie. Non. Vous avez un process mis en place qui vous permet de produire vos passeports d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas chaque passeport qui est envoyé à cette certification, non. Donc, en réalité, le Cameroun ne devrait pas justifier le fait qu'on n'ait pas de passeport par le fait qu'il y aurait éventuellement un blocage à ce niveau. Ça n'a pas de sens. Ce qui est important, et je dis encore, il faut que je ne comprends pas. Sincèrement, autant que je regarde cette affaire, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans mon pays. Je ne vois, si on met en place les bonnes solutions, la bonne manière de faire, en un an, on régularise tous ceux qui veulent des cartes nationales d'identité. En moins de 3 mois, 6 mois au maximum, on régularise tous ceux qui veulent des passeports. Et après ça, ça devient fluide. Et pour quelle raison
est-ce que cette affaire doit rester aux mains de l'État? Doit même être une... C'est-à-dire que l'accès à de telles bases de données doit être des infractions du niveau de l'atteinte à la sûreté de l'État. Mais vous imaginez le fait que des citoyens n'aient pas de passeport, qu'un individu qui n'est même pas camerounais de surcroît éventuellement, si cette affaire était vraie, imaginez que des étrangers puissent avoir des bases de données des Camerounais. Vous imaginez ce que ça veut dire? Est-ce que j'imagine? Non, on ne peut pas imaginer. Attendez, tout à l'heure j'évoquais opportunément le fait que c'était la SA avec sa filiale Sacel qui s'occupait de la confection. Vous avez parfaitement compris que c'était une boutade. Vous avez compris que c'était une boutade et que c'était en fait de l'agacement. Oui. C'est-à-dire agacé d'avoir l'impression que on forme des Camerounais qui développent de l'expertise, mais ils sont là, ils font rien. Vous ne pouvez pas former des gens qui ne peuvent pas s'occuper des problèmes de leur pays. Si je sortais tout de suite, j'appellerais moins de 10 ingénieurs dans différents domaines qui régulariseraient ce problème de passeport et de carte nationale d'identité au Cameroun en moins d'1 an. Et après ça, tout serait fluide. Avec toute la corruption qu'il y a, parce qu'il y a des gens qui... Mais la corruption existe, monsieur. La corruption existe pourquoi? Je vais vous raconter une histoire. Parce qu'après, on a parfois l'impression des choses. En 2008-2009, le ministère des Finances, à l'époque, lance un appel d'eau pour l'interconnexion de son système national. Messieurs, je travaillais dans une entreprise qui a gagné cet appel d'offres. Et ce que nous leur avons proposé devait permettre tout simplement d'interconnecter tous les services gouvernementaux de la République jusqu'au niveau des départements à l'époque. Et on leur proposait une extension possible jusqu'au niveau des arrondissements. Je parle de 2008. Je ne suis pas en train de vous raconter les histoires d'hier. 2008, on a gagné cet appel d'offres. C'était tellement avant-gardiste qu'ils étaient surpris en disant « Mais comment vous allez faire ça ?» On a dit « Mais voilà, la technologie, elle est là. » On n'avait pas tout le backbone de fibre optique qu'on a aujourd'hui. Imaginez si aujourd'hui, vous venez nous demander de faire une telle chose. Mais monsieur, on vous le fait en 2 temps, 3 mouvements. On est capable de faire des choses extraordinaires dans ce pays. Le problème, c'est est-ce que ceux qui tiennent le pouvoir ont intérêt à ce que ça se passe bien. S'ils veulent que ça se passe bien, on sait comment faire. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dire « faites » et on va faire. Très souvent, même, on ne leur demande pas d'argent. On leur dit, messieurs, il s'agit de faire les choses en citoyen. Mais maintenant, comme on ne travaille pas gratuitement, parce que sinon c'est de l'esclavage, après, il faudra quand même qu'on pense à ça. Mais je dis ceci. L'esclavage est fini, n'est-ce pas? C'est fini, non. Ne vous inquiétez Sauf pas. que ici, chez nous, c'est fini jusqu'en 60. C'est resté jusqu'en 1960. Jusqu'en 81, il y avait encore... Non, officiellement, l'indigénat et les travaux forcés existaient encore jusqu'en 1960. Donc, il y avait encore l'esclavage ici. Mais c'est fini quand même. Donc, les problèmes liés au passeport, il faut qu'on arrange ce genre de choses. Et il faut que ce soit des circuits qui aient le même niveau de rigueur que les circuits de gestion de notre sécurité nationale. C'est-à-dire que le passeport doit être un élément qui sort de qui doit être complètement contrôlé par l'État. La carte nationale d'identité complètement contrôlée par l'État, même si il peut y avoir des consultants privés qui viennent juste dire comment, indiquer à peu près comment on peut faire un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, je disais que c'est une opportunité technologique. Mais comment l'État du Cameroun pense que les Camerounais vont maîtriser les technologies si eux-mêmes ne les utilisent pas tous les jours? La seule façon de s'assurer que d'ici 5, 7 ou 10 ans, nous serons capables nous-mêmes de produire les machines qui nous permettront de fabriquer des passeports et des cartes nationales d'identité, mais c'est de nous laisser faire ça. Tout à l'heure, on vous disait que nous sommes à 28 milliards. Avec 28 milliards, quelle est l'industrie que vous ne pouvez pas lancer? Vous pouvez même, avec 28 milliards de francs CFA, même l'industrie spatiale, vous pouvez avoir les fonds, les bases au moins. Donc, on a le sentiment quand même, quand vous regardez les montants en jeu, vous vous dites, mais comment se fait-il que nous dépensons de tels montants, mais nous n'avons pas les bases au moins de l'industrialisation? Donc, on peut, avec 28 milliards, mettre en place des bases de l'industrialisation. Si vous liez 28 milliards là, avec les 75 milliards des ordinateurs, vous auriez pu avoir le début de mis en place toute votre industrie informatique et une bonne partie de votre industrie de télécommunications. Pour ce qui est de la partie essentielle de la gestion ou de la production des cartes nationales d'identité ou des passeports, c'est une partie purement logicielle.
Bon, je suis pas d'accord avec vous que ça coûte 5 millions. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus cher que ça. C'est une partie logicielle. Et vous imaginez que des jeunes gens qui font fonctionner des entreprises qui font de la monnaie électronique, c'est pas des étrangers qui font les développements, qui font de la monnaie électronique au Cameroun, c'est des Camerounais. Justement, il y a un gars comme Alvarez Goudou qui le fait d'ailleurs super bien. Vous pensez que des gars qui, en moins de 3 mois, ont mis en place le système douanier international, là, quand on a récupéré DIT, quand on en a fait la RTC, vous croyez que des gars aussi brillants ne sont pas capables de faire des bases de données qui permettraient de gérer la carte nationale d'identité et le passeport? Je vous rappelle que gérer ça est beaucoup moins complexe que gérer la monnaie. Gérer la monnaie électronique. C'est une affaire d'algorithme. Vous avez le sentiment que des gars qui sont à la BEAC, au système informatique de la BEAC ou au GIMAC, ils ne sont pas capables de gérer ça. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut faire. Et quand vous prenez les documents sécurisés, comme les passeports, les cartes nationales d'identité, quel est le lien le plus important que vous faites? La monnaie. Le lien que vous faites, c'est la monnaie. Parce que c'est le même niveau de sécurité. Et ce niveau de sécurité est exactement le niveau de sécurité de la monnaie. Comment vous avez donc des capacités intellectuelles, des ressources humaines suffisantes pour faire ce genre de choses et vous continuez à les confier à des étrangers qui d'ailleurs ne viennent pas travailler? C'est pour ça que les Camerounais qui continuent de travailler. Lorsque vous avez donc fait le constat, ça veut dire qu'il faut confier ça, recruter ces gens parce qu'il ne faut pas du tout que la confection des cartes nationales d'identité, des passeports se retrouve entre les mains des privés, même s'ils sont locaux. Messieurs, il y a également, vous parliez tout à l'heure, Albert Anatola, ici, de la double identité. On ne va pas également oublier qu'au Cameroun, il y a parfois une dizaine, voire une vingtaine de personnes qui ont le même nom et le même prénom. Je voudrais rebondir légèrement, je voudrais faire une légère digression par rapport à ce que Yam vient de dire. Non, lorsque je parle d'un chiffre, c'est à titre indicatif. C'est-à-dire que c'est faisable, il y a les Camerounais qui le font. Nous avons l'expertise. La plupart des garçons, des Camerounais qui ont mis le système le système d'Orange MTN. Non, sans publicité. Non, sans publicité, bien sûr. Mais il faut parler. Non, ce sont des Camerounais. Pour la plupart, ont été mis au quartier mais qui continuent à être sollicités parce que quand ça se bloque, c'est bloqué. Aujourd'hui, vous avez de la merde avec, excusez-moi du terme, vous avez des problèmes avec le réseau, les réseaux de ces opérateurs économiques. Pourquoi? Parce que les intelligents les ont envoyés au quartier parce qu'ils ne voulaient pas payer leur brevet d'invention en entreprise. C'est ça qu'il s'agit. Donc nous avons des expertises. C'est ça qu'il s'agit. Deuxième chose, ce que nous disons sur ce plateau, à Yaoundé, on sait ce qu'il faut faire pour que ça marche. Bien sûr. On sait ils savent ce qu'ils doivent faire pour que ça marche. Mais ils font tout pour que ça marche pas. Ils font tout le contraire. Pourquoi? Parce que c'est des gros contrats. C'est des gros contrats. Vous savez, quelquefois, vous connaissez un ministre qui vous a acheté 2 avions chinois. On lui a offert un à plus de 115 milliards, alors que ça coûtait moins. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'une prestation qui peut revenir à 1000 francs, dans le cas des contrats, juteux, eh bien, il gonfle les chiffres. C'est ça qu'il s'agit. Et ça déjà à partir de la pédale, pas au niveau où vous pouvez croire, mais à un autre niveau. Mais c'est le Cameroun qui souffre, alors, le Camerounais d'ailleurs. Et comme vous avez donc justement des collaborateurs à une échelle moyenne qui veulent justement que les choses marchent, eh bien on leur passe un coup de fil. Tout à l'heure, là, mon coup de gueule. J'ai posé un problème qui est réel. Quand le chef d'unité de ces gendarmes a voulu prendre des sanctions appropriées contre cet élément, elle a reçu le coup de fil. Parce qu'il s'agit d'une dame. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je pense, à mon sens, que c'est une grosse aberration. Deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est quoi? C'est que l'ADI, c'est quelque chose qu'on peut facilement. Il suffit juste de faire une requête. C'est-à-dire que lorsque vous avez un problème de requête, c'est une commission qui se réunit et puis vous portez les éléments probants ou bien les éléments pertinents et puis ça se règle au niveau de la machine. Mais vous avez des individus. Est-ce que cette commission se tient? Je ne crois pas. C'est-à-dire. Et puis vous avez d'autres personnes, par exemple des femmes mariées qui ont recouvert, n'est-ce pas, le nom de jeunes filles qui n'ont pas envie de s'encombrer des longues procédures. Les cas communs sont légion. Donc moi je pense qu'en ce qui me concerne que ce que nous disons dans le cadre de cette tribune, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent absolument ce qu'ils doivent faire. Mais ils créent des pesanteurs. Ils créent des dysfonctionnements pour que ça marche. Pour que leur business marche. Tout à l'heure je vous parlais d'histoire des rabatteurs. Mais si je vous dis qui se cache derrière les rabatteurs, vous serez surpris. Je préfère ne pas donner le nom dans le cadre de cette tribune. Donc je vous dis, et c'était un gros scandale. Pourquoi? Parce que ça nourrit tout le monde. Et puis c'est quoi cette histoire? On ne peut pas interconnecter le système. C'est-à-dire que pourquoi c'est qu'il y a une qui doit pouvoir gérer les passeports, bien les cas d'identité. Ça devient très compliqué. On doit pouvoir interconnecter par le système informatique.
ce service-là pour que justement, à travers les Camerounais, parce que lorsque vous confiez justement la prestation du système d'identification des Camerounais à des expatriés, tout à l'heure Yamla a dit, il a bien démontré que c'est dangereux. Vous avez le système d'état civil qui a également des problèmes. Vous avez le système d'identification des cas nationaux d'identité qui a des problèmes. Vous avez le système de gestion des passeports qui a un problème. Il y a un gros problème partout finalement. Donc moi je pense que le problème de double identité, c'est un problème facile à résoudre. Et puis, tout à l'heure, il faut quand même parler des chiffres. Le passeport, ça ne coûte pas 300 000 francs. Un passeport, ça coûte 75 000 francs. Ça dit, lorsque vous dégagez, les frais, c'est 75 000 francs. Lorsque vous dégagez, en plus d'avoir dégagé les timbres, parce que les timbres, c'est autre chose. Maintenant, en réalité, la délivrance d'un passeport, ça vous revient tout au plus à 80 000 francs CFA. Tout frais. Donc, alors, lorsque vous avez dans les gens qui vous parlent de 250 000 francs, 300 000 francs, ça veut dire qu'il y a un gros business derrière. 500 000. Quelquefois plus. Maintenant, donc, s'il faut changer d'identité, il n'est pas impossible que vous puissiez débloquer le million. Et c'est ce cours-là qui est privilégié parce qu'il est absolument inconcevable que vous avez, par exemple, les étudiants, les gens qui veulent aller faire les études ailleurs, qui font une demande de passeport, qui ont des opportunités ailleurs, qui demandent des passeports, qui ne sortent pas. Il y a un gros problème. Donc moi, je pense que, comme je l'ai indiqué tantôt, le délégué général à la Suite nationale, c'est un thème policier professionnel, il a aguerri, il a de l'expérience, il sait ce qu'il doit faire. Mais sauf que lui aussi, il a des problèmes. C'est-à-dire qu'il a une hiérarchie, et puis quand il va engager certains nombres de réformes... Vous avez dit également que lui-même, il a les mains liées. C'est ce que je viens de dire. Que lorsqu'il va engager certains nombres de réformes... Mais si tout le monde a les mains liées, qui a donc la responsabilité? Il faut une révolte. Je veux bien savoir si tout le monde a les mains liées, qui a la responsabilité, Albert Anatola ici. Non, si vous avez les mains liées, démissionnez. C'est aussi simple que ça. Ouais, si on ne peut pas vous permettre, non, si on ne peut pas vous permettre de travailler comme vous voulez travailler, pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la population, démissionnez. C'est cohérent. Messieurs, avant de revenir à Eric Pépin-Bika, nous allons justement aller à la police des frontières. D'ailleurs, le directeur de la police des frontières qui rassure, on va l'écouter. L'objet de cette communication ce matin, c'est de rassurer les Camerounais au sujet du service public de production de passeports ordinaires. Vous savez, depuis un certain temps, beaucoup de choses sont dites. Il était donc de bon ton pour la délégation générale de la Sûreté nationale de dire ce qui se passe exactement, de donner la bonne information pour rassurer les usagers. Alors, quelle est donc cette information qui va certainement rassurer l'opinion nationale? L'information, c'est que le service de production de passeports ne s'est jamais arrêté. Nous avons certes des difficultés. La difficulté relève du changement d'opérateur. Nous sommes en partenariat depuis plus de 40 ans avec une entreprise britannique qui nous livre régulièrement les carnets de passeport. Il se trouve qu'au milieu de l'année 2019, cette société a cédé la partie production de passeports à une autre entreprise. Naturellement, cette entreprise se devrait de faire un audit avant de pouvoir reprendre et les actifs et le passif de l'ancienne structure. C'est donc ce qui a été à l'origine du petit flottement que les usagers ont sûrement dû observer. Mais je puis te rassurer. Nous avons reçu le 10 janvier 2020 les paramètres que cette nouvelle structure nous a envoyés et nous avons fait des tests le 10 et les tests ont été concluants. Nous avons ici les spécimens qui sont à l'heure actuelle en cours de fabrication. Donc le problème est juste conjoncturel. Tout a déjà été mis en œuvre pour que les carnets de passeport
puisse être délivré aux usagers dans les délais raisonnables. Alors dis-nous, mon divisionnaire, quel est exactement le délai de production d'un passeport à la DGSN à l'heure où nous sommes? Non, à l'heure où nous sommes, il faut qu'on soit sérieux. Nous traitons les cas urgents parce que nous avons ce qu'on appelle un stock de sécurité. C'est sur ce stock de sécurité que nous gérons les urgences, c'est-à-dire les cas de maladie, les évacuations sanitaires, les étudiants boursiers, ainsi que les Camerounais qui sont venus passer leurs vacances au Cameroun, munis de laissez-passer. Tous ces cas, s'ils sont dûment justifiés, donnent automatiquement lieu à la délivrance d'un passeport, dans les meilleurs délais, du moins pour que l'intéressé ne puisse pas rater ou son vol ou son stage. Ce qui fait que vous avez vu, nous avons même pris des mesures au niveau des commissariats à l'immigration pour que les dossiers de ceux-là soient traités et acheminés à la direction de la police frontière séparément, par documents séparés. Vous avez l'exemple qui est venu de Douala hier. C'est bien écrit malade. Et nous allons traiter ce dossier. Lundi au plus tard, ce passeport de malade seront disponibles. Donc à l'heure actuelle, nous gérons les cas urgents qui sont vraiment limitatifs et qui doivent être prouvés. Et pour les cas qui ne sont pas dans ce package-là? Pour les cas qui ne sont pas dans ce cadre-là, nous les gérons normalement. Nous apprêtons tous ces dossiers. Nous apprêtons tous ces dossiers et nous les envoyons au centre de production. Ça nous permet, quand les disponibilités seront avérées, de sortir tous ces passeports. Parce que les passeports continuent à être envoyés. Mais c'est les urgences que nous gérons maintenant. Alors, est-ce que les passeports de service sont concernés par cette situation? Non, pas du tout, pas du tout. Les passeports de service sont disponibles et en grand nombre. Ce qui fait que les fonctionnaires, les agents de l'État, les militaires, ceux relevant du secteur parapublic et qui sont en droit de s'attendre un passeport de service peuvent l'avoir aussitôt. Pour savoir, quand une situation comme celle-là se présente, il y a beaucoup de personnes qui parlent et qui disent des choses qui ne sont pas fondées et qui encouragent un certain nombre de pratiques. Qu'est-ce que vous en dites? C'est là le vrai problème. Parce que vous êtes venu chercher la bonne information. Et nous sommes convaincus que cette information sera répercutée pour que les Camerounais sachent à quoi s'en tenir. Il faut que les usagers évitent, et nous l'avons déjà dit, vous allez voir, il y a même les communiqués qui sont affichés partout, qu'ils évitent de se faire arnaquer par des citoyens, fussent-ils policiers ou hommes en tenue, qui ne relèvent pas de la chaîne de production des passeports, qui leur vantent certains mérites et qui leur disent il faut faire ceci ou il faut faire cela pour qu'on vous produise votre passeport. Une précision concernant ceux de nos collaborateurs de la police qui sont tentés de s'illustrer dans ce qu'on appelle la production des passeports express. Que cela soit dénoncé. Que cela soit dénoncé. Si vous ne pouvez pas le faire ouvertement, vous pouvez saisir le 1500, qui est un numéro d'utilité publique, et ça sonne au cabinet du délégué général et les dispositions seront prises. Nous le répétons, nous ne le répéterons pas assez, le passeport express n'existe pas. S'il y a une urgence avérée, présentez-vous personnellement, posez votre problème, on trouvera une solution. Ne vous laissez pas arnaquer par les gens qui sont là. Beaucoup, il n'y a pas que les policiers, il y a beaucoup de citoyens qui sont là-dedans. Il faut les dénoncer. Je voudrais savoir si la situation sera rapidement normalisée. Je vous ai dit que nous avons passé les tests de fabrication de nouveaux passeports avec succès. Et nous allons effectivement reprendre le cours normal de production dans les tout prochains jours. Tout est mis en œuvre pour que les passeports arrivent au Cameroun dans les meilleurs délais.
Messieurs, vous avez suivi le commissaire divisionnaire Jean-Louis Messigne et le directeur, il faut le dire comme ça, de la police des frontières qui rassure d'ailleurs les Camerounais, mais jusqu'à preuve de contraire, on ne sait pas en combien de temps ces passeports seront, il faut le dire, remis aux particuliers, délivrés pour les particuliers, en dehors des personnes qui peuvent avoir une urgence. Eric Pépin-Bikaï. Oui, là, c'est un peu le tendon d'Achille de ce problème de passeport. Je veux dire que si les usagers auraient été arnaqués, estorqués, et qu'ils auraient eu leur passeport à date, certainement ça n'aurait pas causé un problème. Ça serait entré dans ce qu'on appelle la corruption d'État. Mais ça cause un problème, parce que, au-delà de tous ces sacrifices, aller prendre une signature à gauche, aller prendre une signature à droite. Vous pouvez passer une journée là-bas, Eric Pépin-Bikaï, vous allez sortir de là sans avoir absolument rien fait du tout. Une journée avec prière. C'est-à-dire que lorsque vous y allez pour établir les documents, vous priez d'abord le matin et vous êtes sûr que... Vous allez prier également là-bas, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sûr que vous allez rentrer, vous allez prolonger également une autre journée le lendemain pour continuer la procédure. C'est vraiment la croix et la bannière. Et vivement que les procédures soient assez flexibles. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies d'information et la communication, le gouvernement devrait mettre en place des mécanismes pour pouvoir rallonger d'ici peu le délai d'obtention d'un titre comme le passeport. On a l'impression quand même, en regardant les images avec le commissaire Jean-Louis Messigne, c'est que tout est encore mécanique. On a l'impression que rien ne bouge alors que nous sommes au 21e siècle, l'heure de la communication virtuelle, tout est extraordinaire. Mais là, tout est mécanique, on ne booste rien, on ne bouge pas. Monsieur Yamba a été assez explicite sur cette question. Et puis Albert Anatot également est revenu. On a comme l'impression que les gars ne veulent pas que les choses changent. C'est-à-dire que les gars ne veulent pas que, lorsqu'on se réveille le matin, qu'on soit content de la qualité du service public rendu aux citoyens. Nos compatriotes qui sont décédés peut-être il y a 10 ou 15 ans, s'ils reviennent actuellement, ils n'auraient pas de problème à vivre dans le même environnement. Parce qu'en réalité, rien n'a changé en termes de procédure. Et c'est un peu regrettable de le dire de cette manière-là. Mais c'est une caricature qui est vraie. On a nos compatriotes qui représentent l'État, mais qui font tout pour que l'État ne brille pas de son expertise. Et ça émane un peu de la responsabilité qui incombe au chef de l'État. Parce qu'en réalité, comme le chef de l'État est l'alpha et l'oméga, il est au centre de tout, on a comme l'impression que c'est à lui que reviennent toutes les responsabilités. Que non. Parce que de manière discrétionnaire, il fait confiance à X ou Y. Et en te faisant confiance, il y a un cahier de charges. Et comme on disait tout à l'heure, si tu ne peux pas, tu démissionnes. Ce n'est pas un suicide. On ne peut pas rester pendant très longtemps à un poste, juste être figurant, ne pas être capable de pouvoir apporter sa substance grise pour résoudre les problèmes de la communauté dont tu as été désigné comme étant l'un des meilleurs pour le moment pour servir. C'est de ça qu'il est question. Donc la communication du docteur Jean-Louis Messigne, parce qu'il est également juriste, est une communication qui trahit les mécanismes de notre gouvernance. En réalité, comme je l'explique tout à l'heure, la délégation générale à la Sûreté nationale ne fait que du service. Puisque tous les talons, les cartons sont estampillés depuis l'extérieur, empaquetés, acheminés dans les bateaux. Et eux, le travail de nos autorités, c'est vraiment de mettre le nom de Bikaï Eric. Il est étudiant, c'est tout. Mais c'est quel service? C'est quel service? Justement, le gros problème que nous avons, Dr Yam, jusqu'à preuve le contraire, il faut le dire d'ailleurs, le commissaire divisionnaire nous a fait savoir que ça fait 40 ans que cette entreprise existe et qui d'ailleurs a fait un partenariat avec le Cameroun, et il n'y a pas eu de transfert de technologie en 40 ans. J'ai commencé mon propos par là, en disant la maîtrise technologique, des opportunités scientifiques et techniques, des opportunités économiques. C'est par là, et je vous ai dit à quel point vous pensez que c'est que cette entreprise fait. Alors, prenons les passeports. Vous pensez qu'on peut avoir combien de gens qui sont titulaires d'un passeport au Cameroun? Obama 1 million. Obama, oui. 1 million. Si vous avez, non, soyons même gentil. Supposons qu'il y en a 500 000 qui ont un passeport. Vous multipliez par 75 000. Ça fait combien? Extraordinaire. 80 000. Ben, oui, mais tu vois pas 80 000, c'est-à-dire que tous... Non, prenons ce qui va directement pour ça, les 75 000. Disons 1 million 80. Vous êtes autour de 40 milliards. Avec ce que cette entreprise-là fait est si extraordinaire que ça coûte plus de 40 milliards. C'est que l'entreprise qui livre les carnets, là, ce qu'elle fait
est si extraordinaire que ça coûte plus de 40 milliards. Vraiment, il y a quand même des choses, qui... Parce que quand parfois on dit, faites quand même quelque chose, les gars, ce n'est pas pour déranger les membres du gouvernement ou pour déranger les responsables publics. C'est pour leur dire, les gars, vous aussi, 40 milliards, dans un pays où vous détournez 2000 milliards en moins de 6 ans, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est la CONAC. C'est pas moi, c'est la CONAC qui l'a dit, ce n'est pas moi. Donc vous n'avez pas pu trouver 40 milliards, même pour vous-même. C'est-à-dire que vous trouvez les 40 milliards, même pour monter le business vous-même. Mais en disant que c'est quand même l'affaire du pays. En installant sur le territoire. Oui, vous l'installez sur le territoire en disant non, on va faire ça pour nous. C'est nous qui gagnons l'argent, vous-même. Donc vous pouvez même ça, ils ne peuvent pas faire. Mais c'est quand même sérieux. Un peu de dignité. Un peu de fierté. Je crois on a besoin de maîtriser ces technologies. On ne peut pas les maîtriser si les Camerounais ne sont pas mis au pied du mur. Je dirigerai ce pays qu'après ce que j'ai entendu là. Je fermerai, j'arrêterai ce contrat et je leur dirai, vous trouvez une solution. Vous vous débrouillez. Mais c'est incompréhensible. Et croyez-moi, si vous leur demandez de se débrouiller, en moins d'un mois, ils vont vous trouver une solution. Ils vous trouveront une solution. Nos policiers savent quoi faire. Nos policiers ont de l'expertise. Ils font ça. Depuis 40 ans, ils sont... Mais ça fait plus de 40 ans qu'ils font des passeports camerounais. Ils savent quoi faire. Et donc, il y a simplement lieu de les mettre au défi. Il faut les mettre au défi. Il faut leur dire, vous allez le faire. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de passeport. Et les premiers, d'abord, on retire les passeports de tous les hauts responsables de la police là. Donc, vous ne voyagez pas vous-même jusqu'à ce que vous trouviez la solution au passeport. Quelquefois, il va falloir que celui qui dirige le pays prenne des décisions aussi dures. Mais ce sont des décisions constructives. Parce que, je le dis encore, les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest ont commencé par 2 personnes qui ont dit 2-3 mots. Et aujourd'hui, on est dans une guerre. Si un conflit social émerge à cause des passeports et des cartes nationales d'identité, il ne s'agit pas de quelques personnes. Il va s'agir de millions de Camerounais qui vont se lever. Je crois que ce pays n'a pas besoin de ça. Et je pense que si l'État, du fait de cette procédure, n'y arrive pas, qu'on donne la possibilité à des privés camerounais en tant que consultants, ou alors qu'on en prenne quelques-uns des ingénieurs ou des managers qui savent le faire, et il y en a dans le pays là, qu'on les recrute, qu'on les fasse entrer dans la police grâce aux équivalences du fait de certain nombre d'années d'expérience. Tous les policiers ne sont pas nécessairement, tous ceux qui vont travailler à la DGSN ne vont pas être des policiers, hein. Il y a aussi le personnel qui n'ont caporalisé. Donc, ils peuvent y travailler sur des aspects purement techniques et ils leur rédigent des procédures de type privé qui sont essentiellement liées à la performance et à l'efficacité. Tout en espérant également qu'ils pourront mettre également cela en pratique et qu'il n'y aura pas d'autres magouilles derrière. Ça, c'est les préalables. C'est-à-dire que c'est ça le préalable pour qu'eux, ils viennent là-bas. C'est-à-dire que en fait, les choses vont être telles que c'est des contrats qui leur laissent la main et on les gère sur la performance et sur l'efficacité, sur les résultats. Parce que vous ne pouvez... Il y a quand même des urgences. Sincèrement, c'est un drame lorsqu'un Camerounais, comme le monsieur de Dubaï, vous dit qu'il a perdu son emploi. Mais c'est un drame. Et notre État ne doit jamais, un État sérieux, ne doit jamais porter sur lui le drame, ne doit jamais être la cause ou le facilitateur du drame familial, du drame existentiel, du drame professionnel de l'un des citoyens dont il a la charge, qu'il a la charge de protéger et pour lequel il doit aménager les conditions de la réussite et du bonheur. Je pense que nous avons besoin de rapidement mettre en place les conditions de la maîtrise de cette technologie-là, mais on ne peut pas pendant 40 ans payer quelqu'un. Pendant 40 ans, mais c'est pas possible. C'est mon âge ça. Mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que pendant 40 ans, vous êtes en train de donner de l'argent à quelqu'un, mais vous devez imaginer des contrats tels que vous lui donnez suffisamment d'argent en 5-7 ans, et il n'est pas là. Et c'est vous qui faites il n'est pas là, il ne vient pas chez vous. Mais c'est pas normal. Depuis au moins 35 ou 33 ans, on devrait avoir les moyens,
les capacités de production de ces passeports avec toutes les homologations internationales depuis longtemps. Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de choses. Mais vous allez me dire que lui, ce ne sont que les passeports. Il y a bien la carte nationale d'identité que d'autres font et ils mettent... Comment? Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que vous avez une entreprise étrangère qui a depuis 40 ans toute la base de données de... C'est-à-dire que pas la base de données des Camerounais qui ont des passeports puisqu'ils n'ont pas, ils ne remplissent pas. Mais ils ont les statistiques exactes du nombre de passeports qui ont été produits, qui ont été délivrés au Cameroun. Mais vous imaginez le danger de telles informations, de la disponibilité de telles informations pour certains? C'est-à-dire que si nous avons en 40 ans délivré 10 passeports, ces gars-là le savent. Et il y a très peu de gens au Cameroun même qui savent combien de passeports on a délivrés. Mais eux, ils savent combien de passeports en 40 ans on a délivré. Pire, ceux qui s'occupent de la carte nationale d'identité, non seulement ils savent combien de personnes, combien de cartes nationales d'identité ont été délivrées dans notre pays, ils savent à qui on a délivré ces cartes nationales d'identité. Et quelles sont leurs caractéristiques physiques? Oh, ben j'y arrivais. Il a compris où je vais, justement. C'est-à-dire qu'ils savent qui sont ces personnes, quelles sont ces personnes, quelles sont leurs coordonnées, puisque quand vous donnez toutes vos coordonnées, quelles sont leurs coordonnées, combien de personnes handicapées nous avons, quelle est la taille moyenne des Camerounais, quelles sont les marques spécifiques récurrentes chez les Camerounais. Mais c'est des informations sensibles qui relèvent de la sécurité nationale et qui relèvent même du secret médical, mais qui sont disponibles au Cameroun uniquement pour un opérateur privé. Donc, qui vous connaît, qui me connaît, qui connaît tous nos généraux, qui connaît tous nos colonels, qui connaît tous nos médecins, qui connaît tous nos avocats, qui connaît tous nos journalistes, qui connaît tous nos enseignants, tous nos chercheurs, puisque vous mettez votre profession, qui savent combien de Camerounais font de la recherche dans quel domaine, combien de Camerounais sont étudiants, combien de Camerounais ont un revenu, combien de Camerounais travaillent dans quel secteur. Mais vous imaginez le danger de ce genre de choses? C'est-à-dire que vous avez des étrangers qui ont la cartographie exacte de votre pays, alors que vous-même, vous ne l'avez pas. Ce qui est vraiment chose curieuse et très grave, ça il faut le préciser. Albert Natola, ici il y a également un autre problème qui se pose d'ailleurs et que quelqu'un me demandait encore hier. Ce n'est qu'à Yaoundé qu'on fait la carte nationale d'identité. On a 10 régions. Ça veut dire que si quelqu'un a besoin de faire une carte nationale d'identité, il doit quitter l'extrême nord pour venir à Yaoundé. C'est encore un autre parcours de combattant. Non, je voudrais rassurer Dr Yam que les Camerounais ont de l'expertise. Vous savez qui ont mis le système d'identification, le système de production des titres en République centrafricaine? Ce sont des Camerounais. Je le sais, oui. Ce sont des Camerounais. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, ça veut donc dire que nous avons de l'expertise. Maintenant, tout à l'heure, j'ai évoqué ce problème, à savoir qu'il faut décentraliser la gestion. On a 10 régions quand même, Albert Natola. Parce que 10 régions. Le fait que ce n'est qu'à Yaoundé, ça ne se passe qu'à Yaoundé, dans un bâtiment nouvellement construit à Yaoundé, ça crée des pesanteurs, ça crée des goulets d'étranglement, ça crée toutes sortes de corruptions qu'on peut vous imaginer. Mais Anatole, ici, je ne vous coupe pas. Oui. Mais c'est quand même une sorte de régression par rapport justement à cette idée de déconcentration. Avant qu'on en arrive à cette affaire à ce contrat avec la première entreprise là, mais on faisait les cartes nationales d'identité dans chaque commissariat. Tout à fait. C'est-à-dire que c'était dans chaque commissariat qu'on établissait les cartes nationales d'identité. Avec d'ailleurs, j'ai pu revoir les cartes nationales d'identité en carton. Alors, mais c'était joli, avec cette sorte de calligraphie. Ce pays est magnifique, ce pays est le meilleur du monde. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous regardiez la qualité de l'écriture, je me suis dit, mon Dieu, c'était dans chaque commissariat. C'était l'administration de proximité, le fameux slogan « Rapprocher l'administration des administrés ». Donc vous alliez au commissariat de votre quartier, on vous établissait votre carte nationale d'identité. C'était facile, c'était efficace et les gens ne se sont jamais plaints à cette époque. Alors, malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Justement, le prétexte, c'était que il fallait justement informatiser pour pouvoir avoir justement les données qui sont gérées et maîtrisées par un autre opérateur que Camerounais. Je pense qu'il faut décentraliser la gestion de la production des titres en interconnectant le même système. C'est-à-dire que à partir d'un clic, vous avez les données de n'importe quelle région. Sure. C'est ça qu'il s'agit. Mais vous avez des gens qui... Je vous dis que ce que nous disons autour de cette table,
ils savent quoi faire. Bien sûr. Nous ne sommes pas en train d'inventer le fil à couper le beurre. Ils savent que ça doit se passer comme ça, mais ils ne le font pas. Mais moi, je pense que, d'une manière générale, il faut qu'on soit proactif. Nous avons une démographie qui est de plus en plus galopante et on ne veut pas tout gérer. Lorsqu'on parle de la décentralisation, il faut qu'elle soit effective et dans tous les domaines. Ben, je vous pose encore ma dernière question hein, parce qu'il nous manque plutôt 4 minutes. On a plusieurs commissaires divisionnaires qui ont été nommés ces derniers temps-ci. On a un commissaire divisionnaire justement à la brigade des frontières. Il y en a plein ici à Douala. Des dizaines d'ailleurs. Avant, je me rappelle, il y en avait que peut-être un dans une... Il y a des centaines de commissaires. Il y avait des centaines de commissaires divisionnaires. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible de faire... Non, souvenez-vous que ça fait plusieurs... Un commissaire à production de passeport. Ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu qu'on attend des mouvements du coup de la police. Donc, vous avez maintenant les divisionnaires qui sont encore responsables des, n'est-ce pas, des commissariats publics. Ça pose un problème. Donc, je pense des commissaires de sécurité publique. Donc, c'est pas parce qu'on est divisionnaire que ça donne forcément de l'expertise. Non. Oui. Je pense que parmi ces divisionnaires, il y en a qui sont compétents. C'est justement pourquoi je dis qu'on peut leur donner cette responsabilité. Non, c'est pas tellement le problème des responsables. C'est que vous avez des postes d'identification qui sont... il y a des postes d'identification dans les commissariats. Dans les commissariats, oui. En fait, le problème de cette affaire, disons l'autre étape qui permettrait, dans le cadre de cette décentralisation dont il parle, c'est d'abord d'informatiser ces postes d'identification. Vous l'avez remarqué, dans ces postes-là, il n'y a pas un ordinateur. La plupart. Tout ce qu'on a à faire, d'ailleurs, ce n'est pas lié à ça. On collecte les dossiers et on les transmet physiquement. Alors que le travail de saisie peut être fait à ce niveau-là. Et à partir de ces postes d'identification-là, on transfère les données électroniquement. Et pour ce qui est de l'impression de la carte, il peut y avoir un système qui permette que la carte soit imprimée, pas nécessairement dans chaque commissariat, mais par exemple dans chaque ville, dans chaque département. On peut faire que dans chaque département, il puisse y avoir un centre d'impression de ces cartes d'identité. Et pour ce qui est par exemple des passeports, oui. On peut le faire parce que le passeport étant délicat, on peut au moins le faire en Douala et Yaoundé parce que c'est les deux grands centres de demande de passeport. Donc, il faut, dans tous les cas, moi je retiens comme votre idée, toutes les autres régions ici, c'est qu'il faut absolument décentraliser cette affaire. Terminons rapidement. Je voulais ajouter que pour ce qui concerne les cas d'identité, ça peut se gérer au niveau des commissariats centraux. Aussi. Oui, ça peut se gérer au niveau des commissariats centraux. Aussi. Comme ça se passe avec les pots d'identification. Mais pour ce qui concerne la production des passeports, ça peut également se gérer dans le cadre de la décentralisation, se gérer au niveau régional. Pourquoi pas? Par exemple, oui. C'est possible parce qu'il faut déconcentrer, il faut décongestionner, il faut décentraliser. Le fait que c'est vrai qu'il y a un qui gère tout ça, ça ne fonctionne pas. Maintenant, s'il y a dans un système qui est interconnecté, s'il y a une information qui est à rentrer dans le système informatique et qui a un problème, maintenant on se réfère au système central, c'est-à-dire Yaoundé. Vous voyez comment votre problème de double identification sera très facilement géré, parce qu'on va gérer ça localement. Eric Pupamika, vous avez le mot de fin. Ils ont pris tout le temps de parole. Vous avez le mot de fin. Non, en fait, il y avait de l'expertise technique à l'intérieur. C'est pas pour crier sur les oreilles de nos aînés, de nos autorités, mais c'est aussi un cri d'alarme par rapport aux dysfonctionnements qui ont cours dans notre administration publique. Oui. Les passeports de carte d'identité relèvent un peu des documents qui sont individuels, mais de nature, comme le Dr Yambla a dit tout à l'heure, à pouvoir apporter la plus-value dans l'objectif de pouvoir améliorer ses conditions de vie. Donc, ce sont des documents qui sont importants. J'ai un ami, je sors par là, qui a un problème de double identité. En réalité, c'est un problème qui était involontaire. Au départ, il perd ses parents très tôt et il veut se faire adopter par son oncle qui est en France. Il s'ensuit du changement de l'acte de naissance et il se retrouve donc qu'il avait déjà fait une première carte d'identité avant de faire son BPC. Donc, il se retrouve maintenant qu'il a enlevé 2 ans sur le premier acte de naissance, croyant qu'il devait se retrouver... Ça, c'est déjà une culpabilité. Voilà. Donc, quand il le revient, en fait, il a rencontré le délégué général de la Sûreté nationale pour poser le problème. De nature à ce que, puisqu'il avait déjà double identité et une seule empreinte, de nature à ce que le problème soit résolu. C'est-à-dire qu'un crime avoué, forcément, doit être pardonné, selon les canaux juridiques. Donc, pour dire que beaucoup de Camerounais aujourd'hui souffrent de ce problème-là. Beaucoup de nos compatriotes n'ont pas de carte d'identité. Et ça relève justement du fait que d'autres sont dans la double identité, d'autres ont changé les actes de naissance, mais ce sont des problèmes qui doivent être résolus. Parce qu'un Camerounais qui n'est pas identifiable, ça peut prendre un coup sur le fonctionnement économique.
Et ils sont d'ailleurs très nombreux, les Camerounais qui n'ont pas de carte nationale d'identité. Ils sont également très nombreux, ceux qui attendent toujours d'avoir un passeport, alors que ça fait des années encore qu'ils ont déposé d'ailleurs des dossiers. Il faut le dire du côté de Yaoundé. Eric Pipamika, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Albert Anatola ici, merci également. Ça fait un plaisir. Docteur Yamb, merci également d'avoir été là ce matin. Merci, j'ai été heureux de parler de ce sujet de ce jour. Nous sommes très heureux également d'avoir parlé de ce sujet ce jour. Messieurs, je vous souhaite passer un très bon week-end. Nous allons souhaiter d'ailleurs joyeux anniversaire à Kevin Fogoum Nora. Il faut préciser par ailleurs qu'elle a elle a un an de plus aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours un an de plus, parce qu'on ne donne jamais son vrai âge. Mais bon, il s'agit des femmes. Et le gars, c'est notre maquilleuse, hein. Elle a un an de plus aujourd'hui. On va lui souhaiter joyeux anniversaire. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur notre chaîne, n'oubliez surtout pas, lorsque ceux qui commandent ont perdu la honte, ceux qui obéissent perdent le respect. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore perdu le respect. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.